Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face sur cette question du jour, la France est-elle une voix écoutée dans le monde? Eh bien peut-être la réponse dans un instant avec Michel Alliot-Marie. Bonjour, merci d'être avec nous. Ancienne ministre de la Défense, de l'Intérieur, des Armées, ancienne garde des Sceaux aussi, députée et ancienne députée européenne et auteur de ce livre, Voir plus loin, feuille de route pour un prochain président aux éditions de l'Archipel. Président ou présidente, en fait, c'est tous ceux qui ambitionnent, c'est ça. Voilà. Exactement, tous ceux qui ambitionnent à diriger notre pays et qui ont besoin de dépasser le domaine de la démagogie que l'on voit au quotidien pour situer, non pas pour ignorer la réalité quotidienne, mais pour la situer dans un contexte qui soit à la fois plus lointain dans le temps et plus large dans l'espace. Ouais. Alors, on verra toutes ces questions politiques, justement. Emmanuel Macron qui aujourd'hui effectue son premier déplacement de campagne. Il y a eu tous les meetings de ce week-end, la candidate aussi de la droite. On avait Yannick Jadot qui était là. Et je sais que vous parlez beaucoup d'écologie, évidemment, aussi dans ce livre, avec un tas d'innovations. Mais on se pose cette question, est-ce que la France a encore une voix écoutée dans le monde? Alors, avec aujourd'hui ce conflit donc avec l'Ukraine, cette guerre, c'est pas un conflit, c'est une guerre, parce que vous dites que la France a certes perdu un peu de son influence, mais qu'elle compte et qu'elle conserve encore une voix singulière. C'est vraiment le cas ? Je crois tout à fait. À la fois parce que la France est l'un des rares pays qui a la conception de ce qu'est le monde ou de ce que doit être le monde. Vous avez peu de pays qui finalement ont eu une vraie politique étrangère. En Europe, la France est un de ces pays. Je dirais qu'en plus, il y a toute la tradition historique de notre pays. Nous avons été un pays colonial, ce qui nous donne des liens, je dirais, un peu privilégiés, c'est-à-dire des liens culturels et des liens linguistiques avec un grand nombre de pays dans le monde. Nous avons, avec le général de Gaulle, eu aussi une vision des rapports entre l'Est et l'Ouest, que ce soit vis-à-vis de la Chine, que ce soit au Moyen-Orient. Et tout ceci nous permet d'avoir des liens privilégiés, là aussi, avec un certain nombre de pays qui font que on écoute parce que l'on sait que la France a une position singulière, qu'elle n'est pas alignée sur les uns ou sur les autres. Elle n'a plus la puissance qu'elle avait auparavant, quand même. C'est bien ce que je dis. Le véritable problème, c'est que si vous voulez avoir une influence au-delà de votre discours, vous devez aussi avoir les moyens de mettre en œuvre les valeurs que vous portez. Et d'où toute l'importance, effectivement, de la politique de défense. Et finalement, l'irresponsabilité de ceux qui, en étant aux commandes de notre pays, comme président ou comme Premier ministre, ont à un moment donné dit que nous n'avions plus qu'à tirer les dividendes de la paix, c'est-à-dire laisser se dégrader notre instrument de défense. Les budgets et les effectifs de la défense qui ont fondu, quoi. Les budgets et les effectifs ont fondu. Il faut bien distinguer deux choses. Il y a eu toute la période où nous avons changé pour passer d'une armée de conscription à une armée professionnelle. Et c'est finalement la décision de Jacques Chirac qui a dit nous avons besoin d'être... Vous étiez aussi à la manœuvre. Je suis arrivée tout à fait à la fin, puisque c'était le premier mandat de Jacques Chirac. En 95, il l'avait annoncé cela, en disant aujourd'hui, les guerres modernes impliquent d'avoir des professionnels. Et finalement, la conscription, c'était très bien pour défendre notre pays au moment où il y avait des attaques directes qui pouvaient se passer dans les siècles passés. Aujourd'hui, nous avons besoin, et pour nous défendre, d'avoir des gens qui sont à même d'utiliser les matériels les plus sophistiqués, et également de se projeter à l'extérieur, sur des théâtres d'opérations extérieures, soit pour nous préserver d'un certain nombre de risques, dont le risque terroriste, soit parce que nous avons des alliés et que nous venons en soutien de ces alliés. Vous avez été ministre de la Défense, ministre aussi de l'Intérieur. Est-ce que nous sommes devenus un pays quand même fragile, justement, face à un risque de guerre, qu'il soit terroriste ou qu'il soit aujourd'hui beaucoup plus militaire, comme ce qui est engagé par Vladimir Poutine? Je crois en réalité que tous les pays sont fragiles. Nous sommes dans une période de grand danger pour l'ensemble du monde. Quand vous regardez la carte géostratégique, vous apercevez que ce soit en Extrême-Orient, avec notamment la Corée du Nord, que ce soit au Moyen-Orient avec tous les conflits que vous voyez, que ce soit en Afrique, vous avez une multitude de conflits interethniques plus le terrorisme, que ce soit
sur le territoire européen. Nous le voyons avec l'Ukraine, que ce soit en Amérique latine d'ailleurs aussi, où vous avez la remontée d'un certain nombre d'attaques contre l'ordre juridique. Partout, nous voyons qu'il y a une grande fragilité. Et depuis des années, je dis au pays, ne croyez pas que vous êtes à l'abri d'une attaque terroriste. Ce que recherchent les terroristes, c'est très souvent la notoriété. Et donc, n'importe quel événement important peut être utilisé par eux pour créer un attentat. Donc, il ne faut pas se déshabiller, si je puis dire. Il ne faut pas affaiblir nos capacités de défense, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient sécuritaires, avec les policiers et les gendarmes. Je n'ai pas toujours été entendue. Aujourd'hui, quelle est la situation en Europe? Maintenant que la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, la France est le seul pays qui ait une véritable armée. Oui. Et j'ai été sur le terrain, j'ai été avec nos forces sur un certain nombre d'opérations dans le monde entier. On voit bien, quand on regarde toutes les armées européennes, que seule l'armée française est aujourd'hui une véritable armée professionnelle capable d'intervenir. Ceci dit, il faut non seulement conserver, mais il faut même augmenter cette capacité et il faut en même temps faire une défense européenne. Là aussi, depuis 2002, depuis que j'ai été nommé ministre de la Défense, j'ai toujours plaidé pour la création d'une défense européenne qui n'est pas une armée européenne, ça n'a rien à voir. La défense européenne, c'est le rassemblement en quelque sorte des armées des différents pays avec une capacité d'agir ensemble pour un but commun qui est soit la défense de nos territoires, soit la défense de nos alliés. C'est ça la réalité. Mais pour ça, il faudrait que les différents pays européens acceptent de faire un effort, et notamment un effort financier, qui soit un peu à la hauteur de celui de la France. Nous en sommes très loin. Oui. En dehors de l'Allemagne, qui a déjà fait un effort et qui vient d'annoncer un effort financier important, vous avez de très nombreux pays où la part de crédit alloué à la défense par tête d'habitant est 10 fois inférieure à celui de la France. Ouais, parfois, ce sont des pays aussi qui sont endettés. Je pense à ceux de l'Europe du Sud. Quoi. Donc, ce sont des pays endettés, mais ça n'empêche pas des pays endettés de faire un effort. Regardez le problème de la Grèce, par exemple. La Grèce, probablement parce qu'elle a cette tension très forte avec la Turquie et qu'elle craint des actions de la Turquie, mais la Grèce a toujours fait un effort qui est même d'ailleurs... je pense qu'il est encore aujourd'hui équivalent à celui de la France, peut-être même supérieur à celui de la France, en pourcentage, bien entendu, par tête d'habitant. Nous en sommes là. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'anticipation? Alors je parle de la France, mais de l'Europe, justement, face au conflit. Tout le monde disait « Oh, ça ira, Poutine, tout ira bien », et finalement, on s'est un peu le lapin dans les phares. Je crois, vous avez tout à fait raison, nous avons d'une façon générale le problème d'une sorte de cécité, c'est-à-dire on regarde l'immédiat, on répond à des besoins immédiats et on ne se projette pas dans l'avenir. D'où d'ailleurs le titre de ce livre qui aujourd'hui s'adresse à tous les candidats à la présidentielle en France, mais qui peut aussi bien s'adresser à tous les candidats à la direction de leur pays dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappé. J'ai été à 2 reprises député européen. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on est toujours à répondre à des petits problèmes de quotidien, probablement aussi pour des raisons de notoriété médiatique, où chacun essaie de se faire mousser un peu, et on oublie de voir plus loin, c'est-à-dire les grands et plus larges, de voir les grands défis qui sont devant nous à 5 ans, à 10 ans, mais qui sont devant nous encore plus loin, un défi alimentaire, un défi sécuritaire, etc. Et c'est, je pense, cette absence de vision qui fait que de temps en temps, et là, en Ukraine, c'est le cas. Sur Poutine, est-ce que l'on pouvait, sérieusement, vous avez connu, puisque vous avez été justement ministre, en fait, aux affaires, Vladimir Poutine était déjà là, puis puisqu'il l'est depuis 99-2000. Est-ce qu'on pouvait l'anticiper un peu? Ou en tout cas le prévoir, le prédire? Le prédire exactement sous cette forme, on ne peut jamais prédire d'une façon, il faut être très modeste dans ce genre de choses. En tout état de cause, et moi je l'ai souvent dit, on pouvait prédire qu'il y aurait des frictions très fortes, sauf si on savait trouver une solution par le haut. Des frictions très fortes, pourquoi ?
D'abord parce que, et ça Vladimir Poutine me l'avait dit, il croit dans la Russie, et il m'a toujours dit, un jour où je lui demandais si un jour on pouvait envisager que la Russie entre dans l'Union européenne. Et il a éclaté de rire et m'a dit non. Nous pouvons avoir et nous devons avoir des liens privilégiés, notamment une alliance économique privilégiée, mais la Russie est aussi une entité et qui veut peser dans le concert international. Et pour peser dans le concert international, bien entendu, a-t-il ajouté, il ne s'agit pas de reconstituer l'URSS, mais la Russie doit avoir une zone d'influence, notamment économique et politique, dans les pays autour d'elle. Ce qui se passe avec l'Ukraine, quoi. Finalement, les pays. Mais nous sommes là, c'est-à-dire que nous nous trouvions effectivement dans une situation où à la fois l'Europe, qui veut peser notamment sur le plan économique, a besoin d'élargir son territoire, parce que dans le monde actuel et dans le monde qui vient, seuls les ensembles démographiques de 500 millions à 1 milliard d'habitants auront le poids nécessaire pour faire face à la Chine, à l'Inde, etc. Donc l'Europe veut s'élargir, la Russie voulait s'élargir, ça veut dire qu'à un moment donné, on allait se trouver avec des situations de conflit de territoire. Et la seule solution que moi j'avais envisagé, j'en avais parlé à certains à l'époque, c'était de dire, et essayons effectivement de trouver une solution par le haut, c'est-à-dire de faire rapidement un accord économique entre la Russie et éventuellement la zone d'influence qu'elle peut avoir, et l'Europe et la zone d'influence, de façon à ce que l'on tire dans le même sens et qu'effectivement on mette en avant plus c'est ce qu'il aurait fallu faire ces dernières années plutôt que de continuer en fait l'embargo, alors qu'il menait en fait aussi quand même des guerres. L'annexion de la Crimée, par exemple. Voilà, et si vous voulez, le vrai problème, d'ailleurs, a été moins l'embargo, parce qu'il est nécessaire de réagir lorsqu'il y a des choses qui sont contraires à nos principes. Mais il y a eu un moment donné où on a refusé, enfin, où certains pays, où certains gouvernements ont refusé tout dialogue avec Poutine, et moi, je pense qu'en matière diplomatique, comme en matière de défense, ne pas parler aux gens, c'est créer les conditions d'un conflit plus dur. Et donc, il s'est un peu isolé. Et il s'est à la fois isolé et renforcé, parce qu'il a profité de cet isolement pour agréger autour de lui l'opinion publique russe, qui a dit, mais c'est finalement la Russie qui, à travers son président, est visée. Et donc, finalement, on a renforcé certainement en interne le pouvoir de Poutine. Est-ce qu'il écoutait ? Est-ce qu'il écoutait ? Quand vous avez eu des conversations avec lui, on dit qu'il a beaucoup changé. Voilà. Mais à l'époque, il écoutait, quand vous l'avez connu ? Moi, je suis extrêmement prudente, parce qu'effectivement, j'ai rencontré Vladimir Poutine dans l'exercice de mes fonctions. Je n'ai plus de fonction gouvernementale depuis une dizaine d'années, et en 10 ans, vous savez bien qu'un homme et une femme, d'ailleurs, est susceptible de changer. Donc, moi, je suis prudente dans ce que je dis. Moi, ce qui me frappait à l'époque, effectivement, c'est qu'il écoutait. Il écoutait dès lors qu'il savait qu'on parlait franchement et sans arrière-pensée. Et donc ça, c'était un de ces éléments de dialogue. Et ça a été d'ailleurs le problème des premières crispations avec les États-Unis, auxquelles j'ai assisté, parce que j'ai vécu une période très intéressante aussi. La première fois que j'ai siégé autour de la table de l'OTAN, en 2002, comme ministre de la Défense, c'était aussi la première fois où la Russie siéger autour de la table de l'OTAN dans le cadre de la commission OTAN-Russie. Et donc, il y a eu toute une période où il y a eu ce travail en commun, et puis je ne sais plus, c'était 2006 ou 2007 à peu près, c'était la dernière année où j'étais là. Les Américains, les Américains ont commencé à vouloir déployer le bouclier antimissile et le déployer sur les pays de l'Est de l'Europe. Et la réaction russe a été immédiate en disant, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que, alors même que nous sommes à la table autour de la table de l'OTAN avec vous, vous méfiez de nous, et finalement c'est dirigé vers nous. Alors, il y avait eu de la part des Américains une réponse à l'époque consistant à dire, mais non, c'est l'Iran que nous craignons, etc. Et la réponse de Poutine avait été de dire, écoutez, dans ce cas, je vous propose d'installer vos missiles antimissiles sur le sol russe. Ce que les Américains, évidemment, n'avaient pas voulu faire. Et je dirais que je fais remonter
remonter en quelque sorte les tensions à peu près à cette époque-là, puisqu'ensuite les choses ont continué de se dégrader. 0826 300 300, vous voulez poser vos questions bien entendu ce matin à Michel Alliot-Marie. Vous êtes les bienvenus, on vous attend au standard, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face ce matin sur la France est-elle une voix encore écoutée dans le monde, avec notre invité ce matin Michel Alliot-Marie et ce livre, Voir plus loin, feuille de route pour le prochain président ou présidente, aux éditions de l'Archipel. Je voulais rebondir sur la diplomatie. En 2014, vous étiez aux affaires étrangères. Non, je n'y étais plus. Non, vous y étiez plus. Mais vous parliez de la diplomatie, justement, face à la Russie et à la Crimée, en disant que finalement, on avait toujours un train de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce même train de retard ? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement complexe, extrêmement dangereuse. Et à vrai dire où on essaie plutôt de colmater les brèches et d'éviter le pire. Et de ce point de vue, je trouve significatif et intéressant que Emmanuel Macron se trouve pratiquement celui qui, en Europe, a gardé un minimum de dialogue avec Poutine. Parce que moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est que c'est le jour où on ne se parle plus que finalement les choses s'enveniment et deviennent de plus en plus graves et où on ne voit plus de solution. Parce qu'à un moment donné, il faut bien trouver une solution. La guerre n'est jamais une solution. Alors aujourd'hui, on est dans une situation qui est dramatique. On voit des images avec un peuple ukrainien qui est sous les bombes, avec des familles sur les routes, avec des morts. Avec des morts. C'est quelque chose qui nous fait réagir dans l'émotion. Mais en même temps, quand on est dans la diplomatie, on est obligé de voir au-delà de l'émotion et d'essayer de trouver des solutions. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui on cherche des solutions, ou on est à même, plus exactement qu'on en cherche. Certes, j'espère que tout le monde cherche des solutions, mais je ne suis pas sûre qu'on soit à même de trouver des solutions. Mais il y a un moment où il faudra bien déboucher sur autre chose. Et sur le fait que la France discussions, les négociations, c'est ça ? Vous le dites sur autre chose ? Il faudra déboucher sur autre chose que la guerre. Oui. Il faudra déboucher sur autre chose que la guerre. Donc, si vous voulez, et là, je trouve effectivement intéressant et d'un certain point de vue réconfortant que la France se trouve au cœur de ce dialogue. D'autres essaient d'intervenir et ils ont peut-être plus facilement un rôle de médiateur dans la mesure où ils ne sont pas partie prenante des sanctions. Israéliens, par exemple, oui, vous avez un certain nombre de pays qui essaient, mais qui en même temps n'ont pas les mêmes liens traditionnels. Donc ça prouve aussi une façon de répondre à la question que vous posiez tout au début, c'est-à-dire que la France a effectivement une voix, voire une position singulière. Est-ce qu'elle est aussi efficace qu'elle pourrait l'être si nous avions plus de poids ? Est-ce qu'elle est aussi efficace que l'Europe ? Si elle avait été capable de dégager une politique étrangère européenne, sans doute pas, mais je trouve bien déjà que nous soyons dans l'action. Michel Alliot-Marie, jusqu'où doit-on aller par rapport, en fait, aujourd'hui on fournit un peu d'armes, mais jusqu'où peut-on aller, évidemment, face à la Russie qui, visiblement, Poutine il le dit, c'est je réussirai, je vais aller jusqu'au bout, soit par la négociation d'un côté, mais soit par la guerre, quoi. Jusqu'où peut-on aller ? C'est un problème qui est finalement non seulement émotionnel, ça je pense qu'il faut un peu le mettre de côté, politique, mais également juridique. Parce que votre question, elle implique des tas de choses. Jusqu'où qui peut aller ? Si vous parlez de l'OTAN, l'OTAN a un certain nombre de règles d'intervention. L'OTAN, c'est une alliance qui est faite pour défendre les pays de l'OTAN qui sont attaqués à l'intérieur de l'OTAN contre une agression extérieure.
Vous pouvez pas intervenir comme ça. Vous avez un certain nombre d'actions. Si vous menez des actions à l'extérieur, ça veut dire que vous déclenchez une guerre, que nous sommes dans une situation de guerre, laquelle implique aussi un certain nombre de procédures. Ne serait-ce aucun pays ne peut déclencher une guerre, pratiquement aucun pays européen, à ma connaissance, ne peut déclencher une guerre sur une simple décision gouvernementale. Ça implique des débats au Parlement, etc. Donc c'est là où il faut voir. Il y a des choses qui sont possibles et je pense que ces choses sont menées. Alors elles peuvent être sans doute amplifiées dans les fournitures à la fois de soutien à la population. Il y a un formidable élan de sécurité. Hier encore, j'étais à Rueil-Malmaison où a été organisé un grand centre pour aider les Ukrainiens à la fois dedans et éventuellement dehors, en récoltant des médicaments, en récoltant des biens de première nécessité. Et ça n'a pas désempli. Enfin, je suis passée à plusieurs reprises. Ça n'a pas désempli. Donc, vous avez ça. Et je pense que c'est utile. Mais les fournitures d'armes sont également un élément essentiel. Il est évident que la Russie ne pensait pas du tout qu'il y aurait une telle résistance de la part des Ukrainiens. Le patriotisme ukrainien, aujourd'hui, s'accompagne... Nous n'en sommes qu'à 10 jours de guerre, 11 jours de guerre, quoi. Et il y a quand même des villes encerclées, quoi. Donc c'est allé quand même aussi... Mon sentiment, c'est que l'action qui a été menée l'a été un peu en pensant que ça se passerait comme en Crimée, c'est-à-dire que ce serait une affaire de quelques jours, et qu'après ces quelques jours, il serait possible, effectivement, de repasser dans des discussions... Sur la voix écoutée de la France, donc elle est incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui pourrait l'incarner, puisque nous sommes aussi dans le débat de la présidentielle, et par exemple la candidate de droite, Valérie Pécresse? Écoutez, moi j'ai écrit ce livre pour dire ce que j'en pensais et pour poser la question à chacun des candidats. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, puisque aujourd'hui nous allons connaître la liste de tous les candidats, je vais leur envoyer aujourd'hui mon ouvrage et je vais voir comment ils répondent. J'espère effectivement que dans la classe politique française, il y a un certain nombre de personnes qui sont capables à la fois de partager ces valeurs, de partager cette fierté de l'ambition française de jouer un rôle au plan international et qui sont capables aussi de l'incarner. Mais nous allons voir. C'est votre famille de la droite, Valérie Pécresse. Mais je pense que Valérie Pécresse, comme Emmanuel Macron... Non, alors écoutez, soyons très clairs en la matière. Je ne suis pas là pour dire ce que je vais voter ou ce que je vais faire. Je suis là, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que je trouvais que cette campagne était d'un terne absolu et qu'il était indispensable, lorsque l'on ambitionne de diriger un pays comme la France, d'avoir une vision et de prendre des engagements. Donc je suis là effectivement pour parler de cela, pour poser un certain nombre de questions aux candidats et pour faire un certain nombre de... Ils n'y répondent pas suffisamment aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura un débat autour de la présidentielle sur toutes ces questions, puisque Emmanuel Macron, par exemple, qui est le favori, bien sûr, président sortant, lui-même est impliqué dans ce conflit, dans cette guerre, donc il ne mène pas vraiment de campagne pour l'instant. Écoutez, de toute façon, il y a une grande tradition en France, c'est que la politique étrangère, comme la politique de défense, font l'objet d'un certain consensus. Donc c'est certainement pas sur ce sujet que les candidats vont au maximum se distinguer. Il y en a peut-être qui le feront. Effectivement, nous le verrons. Mais moi, ce que je crains beaucoup, c'est que le débat ne soit escamoté. Or, le débat, pardonnez-moi, vous êtes des journalistes, mais le débat, c'est pas simplement être autour d'une table et s'invectiver les uns des autres. Le débat, par la force des choses, aujourd'hui, il est sur la place publique, parce que tous les Français voient bien qu'on se trouve dans une situation où on ne peut pas ignorer quel est notre environnement international et finalement quels sont les risques aussi que courent chacune et chacun des Français du fait de cet environnement international. Oui, il y a une question dans votre livre aussi. On se demande si les politiques ont encore vraiment du pouvoir. Vous le dites avec une petite anecdote où quand vous arrivez à un ministère, je ne sais plus lequel, vous dites, il y a des conseillers qui arrivent, qui disent attendez, vous voulez une loi, Michel Alliot-Marie, vous l'aurez
aurez, elle restera. Et on a l'impression qu'on vous apporte en fait les choses et vous ne pouvez pas décider. Et que on peut décider puisque je vous ai dit quelle a été ma réponse. Mais voilà, votre réponse a été non. Votre réponse a été non. Mais vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'on résiste en fait à ça. Absolument. J'ai le sentiment que finalement, le politique pèse de moins en moins, mais aussi parce qu'il est de moins en moins considéré. C'est-à-dire que les Français ont une grande méfiance, voire un rejet de la politique, ce qui se traduit par l'abstention, ce qui se traduit par les gilets jaunes, ce qui se traduit par un certain nombre de choses comme ça. Pourquoi ? À la fois, c'est ce que je dis, parce qu'ils ne tiennent pas toujours leur rôle. Or, leur rôle, c'est de dire quel est l'intérêt commun, comment on fait l'unité nationale, comment on assure la place, la présence de la France, comment on prépare l'avenir. Et pour cela, il faut qu'ils aient conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont et du pouvoir qu'ils ont. Mais dans le même temps, il faut bien voir aussi que tout est fait pour contrer le politique, que ce soit à l'intérieur des administrations, comme vous le dites, où les administrations se considèrent en quelque sorte comme les patrons de la politique qui doit être menée, que ce soit de la part des médias qui n'arrêtent pas de taper sur les politiques ou parfois de les ramener à des petits problèmes ponctuels et immédiats plutôt que de les inciter à parler des grands enjeux de l'avenir et de l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est un tout et je dis maintenant, ça suffit. Nous sommes dans une situation où il faut que le politique retrouve sa place et où il soit à la hauteur de la place qui doit être la sienne dans un pays. Juste un petit mot, est-ce que vous, Michel Alliot-Marie, vous reviendriez aux affaires ? Ah, moi, j'ai pris toute ma distance. J'ai pris ma distance. J'ai eu la chance pendant des années de travailler sur des sujets essentiels pour mon pays, de mettre en œuvre ce à quoi, en tant que gaulliste, je croyais, de travailler avec des gens de très grande qualité. Maintenant que d'autres aussi doivent le faire, ce qui ne m'empêche pas de continuer de m'intéresser à la politique, parce que la politique, c'est la vie de mon pays. Oui, voilà. Et voir plus loin la feuille de route pour le prochain ou la prochaine présidente aux éditions de l'Archipel, Michel Alliot-Marie, qui va l'envoyer aujourd'hui aux candidats, puisque c'est vrai, on va connaître officiellement avec la liste du Conseil constitutionnel les candidats. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.